Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc consacrée aux enfants prématurés. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'ai 3 enfants et les 3 sont prématurés, dont 2 grands prématurés. Donc alors avant toute chose, je tiens à vous préciser après une longue discussion avec mon conjoint, on a décidé de ne pas mettre de photos de nos enfants lorsqu'ils étaient donc encore au service néonat, parce que c'est quand même pas des photos qui sont regardables pour tout le monde, donc c'est quand même, les enfants ont des tuyaux partout, etc. Donc c'est quand même pas des photos qui sont très belles à voir. Donc pour les curieux qui voulaient voir à quoi ressemble un enfant prématuré, voilà, je suis désolée, vous en verrez pas dans cette vidéo. Maintenant voilà, je suis plus là pour vous expliquer qu'est-ce que ça a engendré dans notre vie quotidienne d'avoir des enfants prématurés et grands prématurés, et le ressenti aussi, surtout en ce moment, parce qu'on a tendance à se culpabiliser en fait. Donc voilà, donc je vais vous raconter mon expérience avec Nathanaël, qui a aujourd'hui 8 ans, parce que j'ai plus de recul. Daniana a 2 mois, donc c'est pas possible. On ne sait pas encore les séquelles ou pas qu'elle aura. Et Toya a 7 ans, elle était prématurée, elle est née à 7 mois et demi de grossesse. Donc Nathanaël, c'est vraiment le grand prémat de la famille. Voilà, j'ai pensé que ce serait plus simple de partir avec son histoire de vie pour vous expliquer. Donc je suis tombée enceinte de Nathanaël lorsque j'avais 21 ans. Je n'avais jamais eu de soucis de santé. J'étais active, je travaillais, j'étais militaire à cette époque-là. Et jusqu'à mes 5 mois et demi de grossesse, tout allait très bien. Jusqu'au jour où un lundi j'étais au travail et j'avais mal au ventre, je me sentais pas très bien, j'avais une sensation de tiraillement vraiment. Donc j'étais voir mon supérieur pour lui demander l'autorisation d'aller à l'infirmerie, qu'il m'a bien sûr donnée. Et quand l'infirmerie est venue me chercher, j'avais 15 de tension. Donc ils m'ont ramenée là-bas. Je suis restée allongée 1 heure sous spasfon en perfusion. Et au bout d'1 heure de repos, j'avais 17 de tension. Donc le médecin militaire a fait une batterie d'examens et m'a conseillé d'aller voir mon gynécologue l'après-midi même. Donc je suis allée voir mon gynécologue et l'après-midi, je n'avais que 12,8 de tension. Donc rien d'alarmant, une tension tout à fait normale, je n'avais plus mal au ventre. Donc il m'a mis quand même en arrêt maladie jusqu'au terme de ma grossesse, qui était prévue donc pour le 24 avril. On était le 7 février je crois, donc voilà, j'étais en arrêt maladie très tôt. Les journées sont passées et le jeudi matin, donc le 9 février, je me suis sentie, mais alors hyper mal, j'avais une migraine. Je sais même pas si on peut appeler ça une migraine, tellement j'avais mal à la tête. J'aurais pu, sincèrement, si j'avais eu une arme, me tirer une balle pour que ça s'arrête, tellement c'était douloureux. Donc j'ai essayé d'aller manger, d'aller me promener pour essayer de faire passer ce mal de tête. J'ai pris évidemment des cachets compatibles avec la grossesse pour que ça passe, ça ne passait pas. Et j'ai envoyé un message à mon conjoint qui était sous le terrain et qui rentrait il était sur le terrain depuis 2 jours et il rentrait le soir même, pour lui dire écoute, voilà, je suis pressée que tu sois là, je sais que ça ne changera pas grand chose, mais au moins tu seras là. Lorsqu'il est rentré, ça n'allait pas mieux du tout. Donc après, bon, c'était la tête, donc on s'est pas dit que le bébé était en danger, puisque moi, personne lambda, je peux pas deviner que ça a un rapport avec ma grossesse. Alors, on a attendu que ça passe. Et en fait, devant la télé, vers 23 h, on était devant la méthode Coué, si je me souviens bien. En fait, j'ai commencé à convulser. Donc les vraies convulsions, avec les yeux retournés, enfin tout ce que vous voyez à la télé quand une personne fait une crise d'épilepsie, par exemple, voilà, c'était tout à fait ça. Donc mon conjoint, heureusement, était là. Il m'a mis tout de suite en position latérale de sécurité. Il a appelé les pompiers et j'ai été amenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, j'étais consciente. J'avais juste une affreuse envie d'aller aux toilettes. Donc j'ai dit à une infirmière, excusez-moi, je voudrais aller aux toilettes. Sauf que je n'ai jamais vu cette infirmière parce que j'ai de nouveau convulsé arrivée à l'hôpital. Donc ils m'ont réveillée, tant bien que mal, pour me dire qu'ils allaient faire sortir mon fils. Et je leur ai répondu, d'ailleurs, on en rigole souvent, non, non, il fait trop froid dehors, c'est pas là, je suis enceinte que de 6 mois, donc non, non, ne le faites pas sortir. Sauf que, voilà, en fait, il n'y avait pas le choix. Donc ce que j'ai fait, ça s'appelle une éclampsie, en fait, c'est l'hypertension, c'est le corps qui supporte plus la grossesse, et du coup, provoque de l'hypertension. Donc, moi, personnellement, je l'ai vécu... en fait, j'étais là sans être là, si vous voulez. J'étais inconsciente tout du long, donc je me rappelle. J'ai des flashs, hein, mais je me rappelle pas de tout. J'ai vu mon fils passer un coup de vent quand ils l'ont sorti après la césarienne. Mais voilà, je me rappelle pas. Je me suis vraiment bien réveillée le samedi après-midi. Donc, sachant que j'ai accouché le vendredi à minuit 50. Donc, du vendredi 10 au samedi 11 après-midi. Mais j'étais pas là en fait. J'étais physiquement là, mais
inconsciemment j'étais pas du tout là. Je réclamais la photo de mon fils parce qu'il m'avait dit qu'il l'avait pris en photo, donc dès que j'avais une période de conscience, je réclamais la photo de mon fils. Donc là pour l'accouchement, voilà comment ça s'est passé. Donc évidemment césarienne d'urgence. Ils ont appelé mon conjoint pour qu'il vienne puisqu'il n'avait pas suivi les pompiers. Et quand il est arrivé, ils lui ont clairement dit qu'il me lui sauvait ma vie à moi et pas celle de notre enfant. Euh, S'il s'en sortait, tant mieux. S'il s'en sortait pas, ben tant pis. Donc c'était vraiment grave. Donc comme mon gynécologue me l'a dit, une éclampsie c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est pas prévisible. On peut pas savoir. J'avais eu des signes, hein, donc le lundi quand j'avais été au travail, l'infirmerie au travail, mais c'est imprévisible en fait. Donc si vraiment vous êtes enceinte et que vous avez des migraines, des maux de tête, quand je vous dis des maux de tête, c'est... moi je sentais ça va être très glauque ce que je vais dire, je sentais ma cervelle frapper ma boîte crânienne au rythme cardiaque en fait. Donc voilà, c'est... désolée pour l'aspect un peu glauque de ça. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas, dès que vous avez quoi que ce soit, lorsque vous êtes enceinte, allez voir les médecins. Moi ils m'ont reproché de ne pas avoir été aux urgences puisque ben voilà, j'avais mal au crâne, donc il dit il y en a qui viennent pour rien, vous venez pas quand vous avez une migraine à vous tuer, donc il dit il faut absolument venir, n'hésitez pas, voilà, ça ne me dérange pas, vous êtes enceinte, c'est normal que vous posez des questions, donc n'hésitez pas à aller à l'hôpital s'il vous plaît. Donc l'éclampsie, on peut en mourir si c'est pas pris à temps, donc le médecin me l'a dit, si j'avais habité à plus de 5 minutes de l'hôpital, on s'en sortait ni l'un ni l'autre. Donc on a eu de la chance tous les deux que mon conjoint soit là, pardon. Je suis très émue, hein, c'est quand même des souvenirs, voilà, c'est assez personnel et je suis assez émue de vous raconter tout ça, donc c'est pour ça que j'ai la voix un petit peu qui bafouille. Donc on a eu beaucoup de chance que mon conjoint soit là et qu'on s'en sorte. Et donc l'après, ça a été que du bonheur évidemment, puisque voilà, bon après moi je suis accouchée le 10, j'ai été consciente le 11 et j'ai pu voir mon enfant qui a été déporté donc à 30 km de là, dans un autre hôpital, et j'ai pu le voir le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, je trouvais ça très symbolique. Et c'était ben voilà, une toute petite crevette, il faisait 1,3 kg pour 40 cm. Donc j'ai bien conscience qu'il y a des prématurés qui sont bien plus petits, hein. Voilà, mais croyez-moi, c'était déjà suffisamment perturbant de le voir comme ça. Et donc pour la suite, qu'est-ce que ça a donné? Je suis rentrée à la maison, évidemment sans mon fils, puisqu'il est resté 7 semaines à l'hôpital, donc 5 semaines à Lens. D'ailleurs, s'il y a des gens de l'équipe de néonatologie qui regardent de Lens et de Douai, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait. C'était une petite parenthèse. Donc ben, quand on rentre à la maison, donc on rentre évidemment sans notre enfant. Et donc c'est là que le plus dur arrive en fait, puisque donc on n'a plus son gros ventre de femme enceinte, on n'a pas d'enfant, mais on est maman quand même. Donc c'est assez perturbant. Moi je voyais une femme enceinte ou une pub à la télé avec un bébé, je pleurais. Donc j'étais vraiment déprimée, j'étais pas bien, bon, voilà, évidemment c'est quand même pas... on nous arrache quelque chose quand même, hein. Donc on sait que c'est pour notre bien et que voilà, ils nous ont sauvé la vie, mais c'est quand même traumatisant. Donc maintenant je m'en suis remise, 8 ans plus tard je m'en suis remise puisque ben, mon fils va bien, donc j'ai eu beaucoup de chance, il y en a qui n'ont pas cette chance, donc voilà, mais c'est quand même psychologiquement assez difficile à vivre. Ce que je peux vous conseiller quand vous rentrez à la maison, c'est de vous occuper. Donc à 6 mois de grossesse, moi j'avais pas préparé sa chambre, j'avais quasiment rien, si j'avais acheté pas mal de choses, mais je veux dire j'avais pas son lit, etc. Donc du coup je me suis attelée à préparer sa chambre pour m'occuper. Il faut surtout pas rester enfermé parce que ben on perd vite pas la tête, mais voilà, on sombre vite dans une dépression dans les moments là, surtout qu'il y a le baby blues, hein, donc comme toutes les mamans, les hormones retravaillent, donc on est amené à être pas super en forme, donc si on s'occupe pas, voilà. Et donc là c'est pour la période quand l'enfant n'est pas avec nous, donc évidemment on faisait des allers-retours tous les jours à l'hôpital pour le voir. Et quand on arrive, donc déjà, il faut savoir que les parents peuvent venir voir l'enfant 24 heures sur 24. Ils peuvent appeler le service néonat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on a une crise d'angoisse, on peut les appeler pour qu'ils nous rassurent. Donc ça, déjà, c'est super. Et dès qu'on allait le voir, en fait, ben là, c'était la fête. Dès qu'il prenait 20 grammes, alors, je sais que 20 grammes, c'est pas grand-chose, mais dès qu'il prenait 20 grammes, c'était la fête. On était super fiers. Parce que les enfants prématurés, comme tous les bébés, lorsqu'ils naissent, perdent du poids, donc ils sont déjà pas gros. Ils en perdent et ils en reprennent, mais ils en reprennent 20 grammes, 50 grammes, 80 grammes. Voilà, ça peut varier. Ils peuvent aussi en reperdre après, en fonction de comment ils vivent leur alimentation. Et donc les enfants nés prématurés,
donc à 6 mois de grossesse je parle, n'ont pas la notion de succion. Donc à l'hôpital ils sont, alors je vais employer un terme que je déteste mais c'est ça, ils sont gavés. Donc on leur met un tuyau dans l'estomac pour leur donner le lait. Euh, Ils boivent environ, alors Nathanaël il a commencé, je crois qu'il buvait 8 millilitres de lait. Donc si vous avez un biberon à portée de main, regardez, il n'y a même pas la graduation 8 millilitres de lait sur le biberon. Donc voilà, et ensuite ça augmente en fonction de la digestion de l'enfant, etc. Pour qu'il puisse sortir, il fallait qu'il atteigne un poids correct, donc environ 2,2 kg. Il est sorti, il faisait 2,240 kg, Nathanaël. Il faut qu'il se nourrisse tout seul, qu'il boive bien ses biberons en fait, qu'il réclame ses biberons en temps et en heure. Donc il y a plein de choses à faire. Alors je sais que c'est stressant, et quand on a un enfant en service néonat, on n'a qu'une heure, c'est qu'il sorte. Donc on a tendance à demander au médecin quel poids il fait, parce qu'on pense qu'il n'y a que le poids qui compte. Non, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, on a hâte. Donc je comprends, hein, même moi là avec Adéliana, pourtant j'ai l'habitude d'avoir des enfants prématurés, j'ai harcelé les médecins. Elle pèse combien aujourd'hui? Donc je le sais, mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'on ne peut pas dire voilà, votre enfant sortira au bout de tant de temps. Ça dépend vraiment de l'enfant et de son évolution. Donc les enfants prématurés avant de sortir ont aussi beaucoup une batterie d'examen évidemment, donc des IRM, etc. C'est impressionnant parce qu'ils sont toujours branchés sur des grosses machines qui font que de biper, donc on a toujours peur que il se passe quelque chose, alors que non, c'est la machine qui bip pour nous dire que l'enfant va bien ou que son rythme cardiaque accélère ou qu'il diminue. D'ailleurs Adeliana faisait beaucoup de brachycardie, donc c'est son cœur qui diminue en fait, donc il fallait un peu la stimuler pour qu'elle reparte. Voilà, c'est quand même particulier, c'est quand même un milieu médical, donc il faut surtout pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur l'enfant de naître prématurément. Aussi une chose que je tenais à préciser, parce que je l'ai vécu, les mamans qui ont accouché en même temps que vous, moi j'avais une amie qui avait accouché donc quasiment en même temps que moi, qui me faisait des réflexions du genre mais ton fils il marche pas encore? Le mien ça fait déjà 2 mois qu'il marche. Oui, alors déjà je ne suis pas pour forçage d'apprentissage au niveau des enfants pour commencer, mais en plus de ça il faut savoir qu'un enfant prématuré a 2 âges. Il a son âge réel, donc mon fils est né le 10 février 2006, donc on fête son anniversaire à cette date, et il a son âge corrigé, donc il devait naître le 24 avril 2006, donc son âge corrigé c'est le 24 avril 2006. Donc au niveau de ses apprentissages, il aura toujours ces 3 mois qui manqueront en fait. Donc au niveau de l'apprentissage du pot, de la parole, de la marche, enfin tout ce que les enfants ont de se tenir assis. Voilà, il ne faut pas prendre l'âge réel de l'enfant, il faut prendre l'âge corrigé. Donc ça pareil, quand on n'est pas dedans, on ne peut pas le deviner. Donc la maman là, mais c'est parce que j'ai fallu que je lui explique plusieurs fois d'ailleurs, je sais pas, elle devait avoir des troubles pour pas comprendre que mon fils certes avait 1 mois de plus que le sien, mais qu'en réalité il en avait 4 de moins. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc pareil pour la nourriture, Nathanaël a commencé les petits pots à 7 mois, donc à 7 mois âge réel, donc à 4 mois âge corrigé. Voilà, mais ça après c'est un automatisme, on le sait, donc voilà, c'est très compliqué, mais on finit par s'y faire. Alors ensuite, au niveau médical, Nathanaël a été suivi donc, par un médecin généraliste, je suis pas fan des pédiatres. Il n'y a pas eu donc, de séquelles apparentes. On s'est aperçu en fait beaucoup plus tard qu'il avait donc des séquelles au niveau de l'apprentissage. En fait, on s'en est aperçu à l'école. Quand il arrivait à l'école, donc il avait du mal à comprendre ce qu'on lui demandait. Et il était plus lent que les autres. Donc il a été suivi au CAMS, donc c'est le centre d'aide médicale précoce, je crois. Voilà, oui, en fait un centre médical gratuit qui font un bilan pendant 3 mois. Ils vont observer votre enfant pendant 3 mois sur toutes les coutures. Donc ils voient un psychologue, un orthophoniste, un neurologue, enfin, etc. Ils voient plein de médecins spécialistes et au bout de 3 mois, on vous fait un bilan de ce qui va et ce qui ne va pas chez votre enfant. Donc j'y suis allée une première fois quand il avait 3 ans. J'ai arrêté d'y aller parce qu'en fait ce qu'il me disait ça m'horrifiait et j'étais pas du tout prête à l'entendre. Comme quoi Nathanaël était vraiment en retard, etc. Qu'au niveau du langage ça n'allait pas du tout, qu'il y avait des chances que ça ne s'améliore pas. Enfin voilà, j'étais vraiment pas prête à entendre ça. Pour moi mon fils était parfait. Et donc ensuite on a recommencé quelques coupures avec mon caméra, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, donc je vous disais Nathanaël au CAMS, donc j'avais arrêté parce que je voulais pas, j'étais pas prête à entendre ce qu'il avait à me dire. Pour moi mon fils donc était parfait. J'y suis retournée donc 1 an plus tard parce que j'ai voulu que Nathanaël reste en moyenne section de maternelle. Je le sentais
pas prêt du tout à aller en grande section, ni moi, ni la maîtresse, ni la psychologue scolaire d'ailleurs. Mais l'inspection d'académie m'a un petit peu mis des bâtons dans les roues. Donc elle a fini par accepter après que je lui ai, bon je dois bien admettre, hurlé dessus au téléphone, comme quoi elle ne le connaissait pas et que pour elle c'était qu'un numéro de dossier. Donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai défendu mon enfant quoi, hein, donc forcément j'ai été pas très sympathique au téléphone avec elle. Donc la contrepartie de son acceptation c'était qu'il aille au CAMS, donc pendant 3 mois, être suivi. Donc on l'a fait, il n'y a pas eu de souci. Suite au CAMS, donc pendant 3 mois ils ont fait son bilan, donc orthophoniste, etc. Nathanaël avait donc des séances d'orthophonie, des séances d'orthopsie, donc pour les yeux, chez l'orthoptiste, des séances chez le neuropsychomoteur et chez le kiné. Parce que Nathanaël donc, a un souci de marche, il marche sur la pointe des pieds, donc ça on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est dû à la prématurité ou pas? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Nathanaël en une semaine avait un emploi du temps de ministre. Il avait 3 rendez-vous par semaine, donc chez les médecins, plus l'école à gérer, plus une activité extrascolaire. Donc bon, il a fallu faire des choix. Maintenant, Nathanaël va très bien. On a pu arrêter l'orthophoniste là, donc au bout d'1 an et demi. L'orthoptiste, je suis pas retournée parce que ben, je trouvais pas qu'il progressait en fait. Et il n'a pas de problème de vue, donc du coup voilà. Après ça c'est un choix personnel, si les médecins considèrent qu'il faut continuer, on continue, mais bon, voilà, enfin moi l'orthoptiste, je sais pas, ça passait pas. Donc voilà, je voyais ce qu'elle faisait, je trouvais pas, bon après, voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Donc voilà pour Nathanaël aujourd'hui qui a 8 ans et qui va très bien, et il se débrouille très bien à l'école, donc son maintien en marine section a été bénéfique. Donc voilà, il faut pas avoir peur de... Voilà, enfin, votre enfant il va à son rythme, donc voilà. Moi je sais que je me suis toujours battue pour que Nathanaël puisse apprendre les choses à son rythme, donc après ça, chacun son point de vue. Donc après je vais revenir un petit peu sur la maman, comment on le vit ça, vraiment la naissance prématurée. Donc moi quand je suis rentrée à la maison sans Nathanaël, ce qui m'a plus manqué c'était mon ventre. Le fait de le sentir bouger, de voir mon ventre de femme enceinte, vraiment ça m'a manqué énormément. Coupure de ma caméra. Donc comme je vous disais, quand je suis rentrée à la maison donc sans mon fils, je voulais finir ma grossesse. En fait mon ventre me manquait, et le sentir bouger me manquait. Donc je suis tombée enceinte tout de suite après. Enfin Nathanaël avait 4 mois, donc âge réel. Quand je suis tombée enceinte de Toya, euh, j'ai beaucoup culpabilisé. Donc alors je sais que c'est très facile à dire, mais il ne faut pas vous culpabiliser. Votre enfant est né prématuré parce que votre corps ne supportait plus la grossesse, c'est pas vous, c'est physiologique, c'est vraiment votre corps qui va, ou pour une autre raison, X ou Y, va, peu importe. Quand un enfant naît prématurément, ce n'est jamais de la faute de la maman, voilà, c'est le corps qui ne suit pas. Donc voilà, ne vous culpabilisez pas, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors après, je vais peut-être en choquer certains en disant ça, mais c'est la réalité, donc je vais pas vous mentir. Euh, J'étais tellement mal quand je suis rentrée à la maison sans mon enfant, que mon conjoint a décidé qu'il fallait qu'on sorte pour se changer les idées et qu'on aille fêter la naissance de notre enfant. Donc je veux dire, quand je dis que je vais en choquer certains, c'est parce que moi j'ai eu des retours de personnes qui nous connaissaient à l'époque-là. D'ailleurs, si elles me regardent, je les salue, hein, qui donc ont critiqué le fait qu'on sorte fêter la naissance de notre fils alors qu'il était encore à l'hôpital. Euh, donc comme j'ai eu très souvent envie de le dire à cette personne, j'ai pas eu l'occasion parce que je l'ai pas revu. Quand son enfant est né, voilà, les personnes qui vous entourent, lorsque leurs enfants sont nés, voilà, ils ont accouché, l'enfant est parti être nettoyé, etc. On leur a rendu tout de suite après. Quand on a des enfants qui naissent prématurément, on n'a pas la chance d'avoir... alors, je vais essayer de pas pleurer. On n'a pas la chance d'avoir notre enfant près de nous tout de suite. Donc, les personnes là n'ont pas le droit de vous juger sur ce que vous faites lorsque votre enfant est à l'hôpital. On vit déjà des situations difficiles dans ces moments-là. C'est l'angoisse permanente parce qu'on ne sait pas s'il prend du poids, s'il en perd, s'il va bien. On n'est pas près de lui, s'il pleure, on ne sait pas. Donc j'ai envie de dire aux personnes qui vont dire que tu te rends compte, son gosse est à l'hôpital et elle sort faire la fête pour le fêter. Ben oui, voilà. Quand j'ai envie de dire à ces personnes-là, bah, quand vous aurez vécu ça, cette séparation-là, parce que c'est quand même un arrachement, enfin, faut être réaliste, hein, c'est quand même pas une naissance normale. Donc quand vous aurez vécu ça, voilà, ben, vous pourrez venir me dire que c'était mal ce que j'ai fait ou ce que vous avez fait, mais en attendant, voilà, vous êtes personne, vous n'avez pas le droit de me juger parce que ben, votre enfant, vous l'avez eu tout de suite dans vos bras, vous avez pu lui faire des bisous, des câlins. Moi, j'ai même pas eu le temps, j'étais pas consciente. Donc voilà, on me l'a enlevé en fait. Voilà. C'était vraiment cette sensation-là d'enlèvement.
même si c'était pour son bien et le mien, hein, mais voilà, c'était un sentiment comme ça. Donc prenez du temps pour vous, ne vous culpabilisez pas, vraiment. Euh, à l'hôpital, ils sont sous surveillance tout le temps, donc ne vous stressez pas. Je sais, voilà, on est toujours inquiet, hein. Moi, ma fille, ce soir, enfin, je l'ai amenée aujourd'hui pour faire un vaccin, donc elle doit rester 24 heures en service non sous surveillance, parce que, ben voilà, elle est préma, donc plus fragile. Donc là, elle n'est pas là ce soir avec nous. On est fin stressé, voilà, parce qu'on ne sait pas si elle va bien, si elle va pas bien, si elle a de la fièvre, si, voilà. Donc c'est normal qu'on s'inquiète, on est des parents, donc ce serait inquiétant si on ne nous inquiétait pas. Mais bon, voilà, si vraiment vous avez un enfant prématuré qui a un service néonat, voilà, essayez vraiment de prendre du temps pour vous, parce que dites-vous que quand il va entrer, il va ressentir tout ce que vous allez ressentir. Donc évidemment, vous allez être heureux quand il va sortir. Mais si vous êtes dépressé ou déprimé parce que ben voilà, vous faites le baby blues, ou parce que vous avez culpabilisé, etc., votre enfant va le ressentir. Donc essayez de, voilà, prenez sur vous, offrez-vous du temps. Vraiment, offrez-vous du temps. Si vous aimez aller, je sais pas moi, flâner un peu dans les rues, flânez. Ne vous culpabilisez pas parce que vous êtes dehors et votre enfant est en service néonat. Ce n'est pas de votre faute. Donc vraiment, voilà, si vous voulez aller boire un verre en terrasse, et allez boire un verre en terrasse. Vous voulez prendre un bain chaud et vous détendez-vous. Enfin, vraiment, faites-vous du plaisir, parce qu'une maman qui est heureuse et qui se sent bien, et ben voilà, elle va le transmettre à son enfant. Parce que quand vous allez le voir en service néonat et que vous êtes amené à lui faire des petits câlins, de chanter des chansons, etc., si vous êtes angoissé, votre enfant va le ressentir. Donc moi, le conseil que je vous donnerai, c'est vraiment, quand vous allez le voir, de vous sentir le mieux possible. Donc détendez-vous. Je sais que c'est pas facile à vivre et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour le bien de votre enfant, voilà. Prenez soin de vous pour le bien de votre enfant, en fait. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Et ne vous stressez pas, ne vous angoissez pas, même si on le dit, mais on le fait quand même, je le sais. Voilà, mais ne culpabilisez pas, voilà, vraiment. Donc là, voilà, ma vidéo donc va se terminer, parce que je suis un peu émue. Donc voilà, je sais que ça va pas être la vidéo la plus gaie de ma chaîne. Je m'en excuse déjà d'avance. Euh, je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook Les Tribulations d'une maman au foyer. Si vous avez des questions au sujet de la prématurité, je pense avoir fait à peu près le tour. Enfin, voilà, moi je suis pas médecin comme je vous l'ai dit, donc je voulais pas parler vraiment de trucs spécifiques au niveau médecin, mais voilà, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire ou sur la page Les Tribulations d'une maman au foyer. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était longue, et je sais que c'était pas très gai, mais enfin voilà, c'est la réalité malheureusement, donc voilà. Mais je vous fais plein de bisous, j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne, et la vidéo de la semaine prochaine sera consacrée au concours, au résultat du concours, et à un autre concours à venir. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao!